Bernard. Alors, je le redis, vous êtes l'ancien DRH de Danone et de Pernod Ricard. Vous êtes aussi le fondateur de votre propre mouvement dédié aux organisations engageantes et à la transformation RH. Et enfin, vous êtes le directeur académique exécutif du Master Transformation et Développement Humain à l'IESEG. Je ne me suis pas trompé sur l'appellation du Master ? Si. Ah. Je ne suis pas l'ancien DRH de Danone ou de Pernod Ricard. Je suis l'ancien DRH chez Danone et chez Pernod Ricard. Pardon. Là, vous êtes quand tatillon. Même pas prendre le... Vous êtes tatillon. C'est important de préciser. Dans une période où la quête de sens des salariés devient une obligation, vous êtes l'auteur de l'ouvrage L'engagement 4.0 que je montrerai dans un instant. Tout d'abord, à qui est destiné ce livre et pourquoi vous avez pris la plume pour aborder ce sujet ? Alors, je ne suis pas un académique de formation, même si je suis aujourd'hui dans le monde académique avec l'IESEC. Je suis un ancien de TBS d'ailleurs, by the way, donc retour au pays pour moi. Mais je ne suis pas un doctorant donc je n'ai pas fait de doctorat et j'ai écrit un bouquin à partir de mon expérience. Donc c'est plutôt un partage d'expérience. J'en avais assez d'entendre parler de l'engagement en permanence et on raconte un peu n'importe quoi sur ce thème-là. Il y a plein de confusions, donc j'avais un peu envie aussi de rétablir un peu la vérité sur cette thématique. Alors j'ai eu la chance de travailler dans des entreprises que vous avez citées, en France, à l'étranger, 10 ans en Asie en particulier, en expatriation. Donc je suis passé d'un environnement d'usine industrielle chez Danone, très rural, très dans les territoires comme on dit, jusqu'à des populations marketing, commerciales ou dirigeants à l'international. Donc c'est vrai que ça donne un panel de sociologique et géographique très différent. Ce qui m'a frappé sur l'engagement, c'est qu'en réalité, on se focus trop sur les différences entre générations, les différences entre cultures, les différences culturelles, les différences, effectivement, tout type de différences. Et on essaie de segmenter finalement les approches par rapport à la population, comme en marketing, qu'est-ce qu'on va faire pour les jeunes, qu'est-ce qu'on va faire pour les seniors, etc. etc. Alors ce qui m'intéresse moi, c'est de voir un peu ce qui fait du sens commun. Qu'est-ce qui rassemble les gens. Donc j'ai écrit un bouquin, je voulais pas écrire un livre au départ, je voulais faire un modèle, une espèce de modèle pédagogique pour expliquer quels sont les 4 grands attributs de l'engagement et comment ça fonctionne. Et je suis parti du principe qu'en fait on faisait tout à l'envers, en particulier en Europe et en France, on travaillait plutôt sur la rétention plutôt que sur l'engagement. On va travailler plutôt sur la satisfaction avec des beaux bureaux, des belles conditions de travail, des choses qui sont sympathiques au demeurant, mais qui créent zéro engagement, qui créent une satisfaction de venir au travail tous les jours. Vous me direz, c'est déjà pas mal, mais ça ne crée pas d'engagement. Après, on va travailler sur la motivation, les bonus, les incentives, les rémunérations variables, tout ce qui fait la progression de carrière, etc. Très bien, pas mal. La motivation, la carotte, quand il y a de la carotte, les gens prennent la carotte, c'est pas mal. L'être humain a besoin de ça. Mais on n'a toujours pas créé d'engagement. L'engagement, c'est tout le contraire, c'est de l'appropriation, c'est de l'auto-engagement, c'est le fait de décider de s'engager pour quelque chose ou pour quelqu'un. Donc en fait, j'ai travaillé à partir de ça pour définir des critères justement qui le permettaient. Et je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, finalement, tout s'est inversé. En fait, la finalité n'est plus le travail aujourd'hui. La finalité, c'est de s'épanouir dans la vie, mais c'est pas parce qu'on dit ça que les gens sont désengagés et sont feignants, etc. Simplement, on a inversé l'équation. Et aujourd'hui, il faut se rendre compte que c'est plus la longévité dans l'entreprise, la rétention à long terme qui compte, c'est la qualité de l'engagement et la qualité de ce qui va se passer pendant les 2, 3, 5 ans, 10 ans dans l'entreprise. J'ai passé 10 ans en Asie, je ne vous raconte pas le taux turnover qu'on avait là-bas. Ce qui est arrivé en Asie est en train d'arriver en France. Ça tombe bien, je suis bien préparé du coup. C'est que les gens ne restaient pas longtemps, ils restaient 3 ans, 4 ans, mais la qualité de leur engagement et leur loyauté était très importante. Il n'y a plus de fidélité, on est infidèle, mais on est loyal. C'est-à-dire pendant qu'on est là, on est très engagé et on produit effectivement quelque chose d'intéressant pour soi, parce qu'on apprend, et puis pour les autres également. Donc ça, c'est à mon avis la nouveauté pour laquelle il faut, je trouve, se reconcentrer aujourd'hui. Alors justement, vous parlez d'engagement et du fait qu'il y a une diversité géographique. Les États-Unis, il y a quelques temps, ont été touchés par un phénomène appelé de grandes démissions, avec plusieurs millions de démissions justement, mais dans les pays, on va dire, plutôt moins qualifiés. En France, on sait qu'il y a eu un phénomène similaire, de moindre ampleur. Justement, est-ce qu'il est juste, vous, en tant qu'expert RH, est-ce qu'il est juste de parler de grandes démissions à la française ? Et selon vous, bien s'il n'est pas juste de parler de grandes démissions, néanmoins, qu'est-ce que traduit du marché du travail cette fenêtre de départ massif sur les divers marchés de travail géographiques, aussi bien aux États-Unis, en France et ailleurs? Bon, il y a eu un phénomène, oui, de départ, tout simplement parce que quand le marché de l'emploi est meilleur, effectivement, on se sent un peu des ailes et on a des tentations. Ça, à la limite, c'est humain et c'est normal. Tant pis pour les entreprises qui n'arrivent pas à retenir les collaborateurs parce qu'elles n'ont pas travaillé sur justement le niveau d'engagement, sur le management, sur les conditions de rétention, etc. Mais ça, je dirais que c'est de bonne guerre. On n'a pas eu le phénomène de grande démission, c'est un peu exagéré, c'est un peu un mythe, la grande démission. Il y a 2 phénomènes de fond plutôt, c'est-à-dire premièrement, il y a le fait que le rapport de pouvoir entre l'employeur et le collaborateur s'est inversé.
est en train de s'inverser, pas complètement, il y a encore du chômage, mais je dirais que c'est en train de s'inverser. Quand tu es en Asie, justement, qui avait le pouvoir, c'est le candidat, c'est pas l'employeur. Donc l'employeur se mettait en quatre pour avoir une marque employeur séduisante, pour attirer, etc. Et une fois qu'on a attiré, il faut pouvoir retenir, mais retenir pas pour 20 ans, pour le peu de temps que les personnes restent dans l'entreprise. Il faut avoir beaucoup d'humilité là-dessus. Il faut travailler sur la qualité, pas sur la quantité. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, je dirais que il faut dire que les ruptures conventionnelles en France, plus faciles, ont aussi aidé à créer une culture de la démission facile. Et finalement, je vais négocier mon départ, je vais avoir une rupture convent, etc., etc. Ça n'a pas aidé. Alors, on en a profité, nous, les entreprises, pendant d'avoir cet outil-là. Effectivement, c'est un peu le match retour maintenant. Le marché s'inverse et il faut être capable de comprendre que ça peut être aussi une problématique. Et puis, je dirais que sur le fond, pour moi, c'est aussi le fait que c'est un peu la fin de la fidélité. C'est que c'est pas parce qu'il y a de l'infidélité que les gens restent pas, qu'il n'y a pas de loyauté, qu'on ne peut pas travailler dessus. Pour moi, il y a un phénomène qui est encore plus grave que les gens qui partent d'une entreprise. C'est les gens qui restent. Alors, qui restent en resté. Virgule. Je continue ma phrase, et qui restent, qui sont désengagés. Donc la démission qu'on a appelée silencieuse, là aussi c'est un peu exagéré. Tout le monde ne fait pas le minimum, et les jeunes, c'est pas vrai qu'ils font ça, ça c'est complètement faux, on peut en reparler quand vous voulez. Mais il y a un phénomène de dire, je reste, si j'ai pas de boulot sur le marché du travail, je reste, c'est un peu ce qui se passait avant, je reste, je suis pas engagé, je suis pas désengagé, je suis un peu neutre, je fais mon job, et finalement il n'y a pas de boulot, donc je reste dans mon entreprise. S'il y a du job, je suis tenté de partir, je suis aussi tenté de rester et de faire le minimum pour avoir une qualité de vie sympa. C'est là que le danger réside, à mon avis. Parce que si on n'a pas été capable, nous, les managers, les leaders, les dirigeants, l'entreprise, les DRH, enfin tous les acteurs concernés, de créer une envie. L'engagement, c'est de l'envie. C'est pas des outils, c'est pas des baby-foot. C'est de l'envie pour les gens de s'engager dans l'entreprise. C'est qu'on a un peu échoué quelque part. Donc là, il y a un vrai travail à faire. Le vrai engagement, c'est une rétention du cœur, finalement. C'est est-ce qu'on a envie de rester ou pas. Justement, vous parlez des baby-foot, mais bon, il y a aussi la semaine des 4 jours, le télétravail à volonté, les espaces de télétravail, j'en passe, prime à tout va, rémunération délirante. Les entreprises aujourd'hui, ils savent plus quoi inventer justement pour attirer et retenir leurs salariés. Est-ce que le danger, c'est pas se diriger vers une génération de salariés pourri gâtés et que ça soit dangereux à terme pour les entreprises? Vous le dites vous-même, il y a un rapport de force qui s'inverse, mais est-ce que la situation pourrait être encore plus grave à terme avec justement cette course, on va dire parfois, au cadeau, j'ai envie de dire, aux salariés? J'évoquais tout à l'heure la satisfaction. Je pense que le grand dilemme, c'est qu'on a envie de satisfaire les gens pour qu'ils puissent rester et non pas de travailler sur l'engagement, qui est un autre thème, encore une fois. On a beaucoup parlé de greenwashing. J'aurais envie de parler de RH washing aussi. Je ne sais pas si ce terme existe, mais on pourrait l'inventer aujourd'hui ensemble. On pourrait parler de bullshit RH aussi, mais ça, c'est peut-être pour plus tard dans la soirée. Je dirais qu'on a fait beaucoup de bêtises. Alors, on est sorti heureusement de la période bonheur au travail, apicratie et compagnie. Moi, je suis passé 10 ans en Asie, je suis revenu, waouh, droit à la déconnexion, apicratie, chief happiness officer, bon, j'en passe et des meilleurs, sans parler de l'entreprise libérée qui a montré qu'on voulait plus de chefs, c'est très bien, mais on a remplacé les chefs par la tyrannie des processus, donc c'est pas forcément mieux. Bon, on est en train de sortir de ça, presque grâce au Covid, parce que le Covid a un peu fait reset, finalement on est revenu vers les fondamentaux et qu'est-ce qui fonctionne vraiment, donc c'est plutôt que parfois, c'est parfois une bonne chose. Bon, pour moi, ce qui marche aujourd'hui, il n'y a pas de recette, mais ce qui marche, en tout cas, c'est d'avoir des managers, je reviens sur la proximité, c'est important. L'engagement, c'est pas des grandes théories. D'ailleurs, les gens sont moins engagés aujourd'hui par rapport au corporate. On sent une baisse. Il y a une étude très intéressante d'OpinionWay récemment qui montre ça. J'étais content de voir ça parce que c'est ce que j'ai vu sur le terrain. On est moins attaché à son entreprise, voire à son pays, et on est plus attaché finalement. Il reste des potentiels d'engagement au niveau de l'équipe, des collègues, du manager de proximité, avec ou sans télétravail, mais il reste des choses intéressantes à creuser là. Donc effectivement, c'est intéressant de revenir sur ces fondamentaux. Et pour moi, ce qui crée l'engagement, c'est une espèce de ligne de crête qu'il faut trouver entre de la bienveillance et de l'exigence. Parce qu'on oublie dans la bienveillance, on oublie l'exigence. C'est que pour engager, il faut à la fois être bienveillant, protéger son équipe, ça c'est normal, mais sans tomber dans le côté Disney, bisounours, baby-foot. Voilà. Bienveillant, mais pas trop, sinon c'est la QVT. La QVT, c'est très bien, j'ai rien contre, il en faut, mais trop de QVT tue l'engagement. Donc il faut aussi, ça crée des salariés consommateurs d'expérience et pas des acteurs, donc ça c'est pas bien. Donc il faut compenser ça par un volet exigence, qui est l'exigence qui fait grandir, qui fait mal aux genoux parfois, c'est un peu de souffrance, avec de l'empathie évidemment. Et puis qui prend en compte l'évolution, le développement personnel et professionnel des personnes. Les managers, les meilleurs que j'ai connus de toute ma vie, c'est ceux qui arrivaient à faire, non pas la moyenne des deux,
mais de passer d'une journée à l'autre, d'une semaine à l'autre, entre de l'exigence et de la bienveillance, selon les contextes. Et ça, on s'en souvient, parce qu'effectivement, on se souvient rarement des bonnes conditions de travail qu'on a eues dans une entreprise. On se souvient beaucoup plus de managers qui vous ont fait grandir. Alors vous le dites, il n'y a pas de recette miracle justement pour créer de l'engagement. Néanmoins, est-ce qu'il y a une to-do list, des points clés, on va dire, qu'une entreprise doit à tout prix respecter pour justement réattirer des candidats dans ses rangs et à la fois retenir ses talents? Je dirais que, bon, il n'y a pas de recette. Il y a deux, trois choses qui marchent, qui pourraient marcher plus en ce moment. C'est d'abord, à mon avis, recréer du collectif, parce qu'on sort aussi du Covid. On en est sorti déjà, mais enfin, on est encore dans l'écume de tout ça. C'est recréer du collectif, c'est facile à dire comme ça. Hein. Mais recréer du collectif, ça ne veut pas dire faire des summer parties ou du volleyball dans la cantine, ou faire des choses comme ça, infantilisantes ou périssables. Je ne parle pas de ça. Je parle du vrai collectif. Alors le vrai collectif, avec le télétravail et le travail à distance, c'est pas facile, mais il faut aussi garder des moments où on fédère les gens physiquement. Nous, on fait des raclettes à la tribune. Comment vous faites On fait des raclettes, nous, à la tribune. On fait des raclettes, bon. Oui. Soirée raclette, très bien. Ben, ça va créer de la satisfaction, mais c'est pas pour ça que le lundi d'après, vous vous sentirez beaucoup plus engagé. Ça crée un sentiment d'appartenance, mais pas forcément une appropriation de ce que vous allez faire. C'est un peu la différence. Donc, ce qui fonctionne bien aujourd'hui, je crois que c'est d'avoir surtout un alignement. Les jeunes en particulier, mais pas seulement. On parle souvent des jeunes, mais finalement, ils donnent. C'est un peu des têtes de gondole, parfois, les jeunes, de toutes nos aspirations, quelque part. Ils veulent du sens, bah oui, nous aussi, hein, tout le monde veut du sens. Donc c'est bien joli, il ne faut pas faire des segmentations comme ça. Donc ce qui marche bien, c'est l'alignement entre mes valeurs à moi, ce que je pense moi, comment je vis, mes valeurs personnelles et celles de l'entreprise. Donc déjà, peut-être être plus sélectif dans le recrutement. Je sais que c'est pas facile aujourd'hui avec le marché tendu, Dieu merci, mais résister au fait d'avoir des candidats qui sont pas dans la culture ou les valeurs de l'entreprise. On fait souvent des erreurs en recrutement, on le sait bien. Donc ça, c'est le premier point. Essayer de combiner leurs aspirations, leurs projets avec ceux de l'entreprise. On y arrive parfois sur des projets RSE, par exemple, sur l'environnement, la planète, etc. Sur tous ces projets-là, on arrive à faire des choses qui leur parlent. Donc premier point. Deuxième point, l'apprentissage permanent. Quitte à pas rester longtemps dans une entreprise, autant apprendre beaucoup. Et on se souviendra longtemps ou toute sa vie de ce qu'on a appris pendant 5 ans quelque part, plutôt que de rester 20 ans à faire un job quelconque. Donc ça, c'est important. Le côté apprentissage, ce qu'on appelle une organisation apprenante, qui apprend en permanence à ses collaborateurs. Les RH ont un rôle à jouer, mais aussi le manager au quotidien, avec le mentorat, avec un certain nombre de techniques. Et puis, dernier point, je dirais, oui, le collectif. Je l'ai cité tout à l'heure, c'était le troisième. Recréer du collectif. Là aussi, les gens sont sensibles quand même à l'engagement entre équipes, entre collègues. D'autant plus qu'avec le travail à distance, on est obligé de recréer des moments physiques où on doit recréer ça. Donc ça, c'est important. Il y en a plein d'autres, mais j'en cite 3 qui me viennent à l'esprit. Vous évoquez le mentorat, et ça tombe bien, on en parlera tout à l'heure avec l'agence Taman sur une table ronde qui sera animée par Boris. C'est une forme d'intégration qui fait de plus en plus d'adeptes au sein des entreprises. Est-ce que l'une des clés, c'est pas la personnalisation de l'intégration, mais aussi des parcours salariés? On le voit, c'est au final avoir une entreprise sur mesure pour chaque salarié avec... Oui. Ça revient un peu à ce que vous disiez sur le management de proximité au final, mais est-ce qu'il faut aller encore plus loin que ça? C'est-à-dire vraiment avoir un manager par salarié, dans l'approche en tout cas. Bon, c'est vrai qu'on ne faut pas complètement individualiser, mais la recherche d'individualisation, c'est quelque chose qui est clé pour l'avenir. De ne pas faire des plans. Il y a à la fois, c'est d'ailleurs paradoxe, on veut faire du collectif et aussi un peu d'individuel. Donc quelque part, on veut tout faire en même temps. Mais ça, c'est les paradoxes du moment, comme les gens qui veulent couper la vie professionnelle et la vie privée, puis qu'en même temps, qui veulent être plus authentiques au travail et amener de soi au travail. C'est un paradoxe. On n'a que ça à gérer, de toute façon. Donc je dirais que là-dessus, sur le mentorat, oui, ça se développe. La notion de manager-coach, de manager-mentor, même si coach et mentor, c'est pas la même chose, on n'a pas le temps de détailler. Mais le mentorat marche bien. Il marche bien aussi entre populations pour créer ce qu'on peut appeler de l'intelligence collective entre plusieurs populations dans l'entreprise. Le mentorat inversé entre des jeunes et des seniors. Le mentorat de compagnonnage, de formation entre des seniors et des plus juniors. Le mentorat pour des femmes leaders. Moi, j'ai participé à des programmes importants chez Pernod Ricard où on travaillait sur l'accession à plus de femmes à des postes de comité de direction. Donc il y avait une approche avant ça de mentorat interne très lourd pendant plusieurs années et qui ont aidé effectivement à contribuer à ça. Le mentorat entre n'importe quel type de population et n'importe quel autre. Donc oui, c'est des outils en fait le paradoxe aujourd'hui, c'est que parfois on n'écoute pas son chef, mais on peut écouter un collègue. Donc un collègue qui est reconnu par son expertise ou qui a un côté très engagé, justement ambassadeur, très, très engagé dans l'entreprise et très reconnu par ses pairs, peut avoir un pouvoir effectivement fédérateur plus important qu'un manager qui a plus de mal parfois. Donc il faut être malin, il faut savoir utiliser cette intelligence-là aussi. Donc je crois beaucoup à ça, effectivement.
Enfin, dernière petite question, on l'oublie souvent, mais dans une société, il y a plusieurs générations qui se côtoient. 4. 4, voilà, généralement. Et c'est vrai qu'on parle beaucoup de la génération Z, enfin, de son rapport au travail. Mais finalement, est-ce que c'est pas une erreur de concentrer son attention, que les recruteurs concentrent leur attention sur les jeunes particulièrement, ou en tout cas dans la communication, c'est souvent les jeunes qui sont mis en avant, le fait qui voilà, rattirer les jeunes dans l'industrie, rattirer les jeunes dans les métiers un peu pénibles, on va dire. Quel regard vous portez sur ça, sur cette approche, on va dire peut-être uniquement tournée vers les jeunes? Mais dès qu'on commence à regarder X, Y, Z, après je sais pas ce qu'on a d'ailleurs, c'est ce qui est prévu après, alpha, bêta, gamma, je sais plus. Des carrés. Voilà, carrés. carré. Génération C, ils sont tous connectés, on pourrait les appeler comme ça. Non, je dirais oui, bon évidemment, mais quand on regarde tout ce qui concerne, moi j'ai 2 enfants, une Y et un Z, donc bon certes il y a des différences, mais c'est pas non plus flagrant. Quand on regarde les définitions de ce qu'on appelle la génération Z, je prends la liste, je regarde. Finalement, si je coche à côté, qu'est-ce qui ne concerne pas du tout les autres générations? Dans cette génération-là, il y a peu de choses. Il y en a, mais il y a peu de choses en fait, en réalité. La seule vraie différence, c'est qu'aujourd'hui, ils ont besoin de comprendre pourquoi ils font les choses, et ça tant mieux. Et ceux d'avant n'étaient pas capables de le demander, peut-être. Peut-être que nous, on n'a pas été capables de demander ça. Non, peut-être que à travers eux, on veut du sens, et ceux qui le demandent à notre place. Il y a aussi une chose qui est propre à cette génération, mais pas que. C'est le côté slasher, vous savez, le côté slasher, c'est-à-dire on est à l'aise avec, pas le bon vieux CDI à la papa, etc., mais faire un peu de ceci, un peu de cela, un peu de start-up, un peu de grande entreprise, puis je reviens dans une grande, je vais dans une start-up, je passe de Deloitte à créer ma start-up, ou bien même dans mon job, je travaille dans, non pas 3 lieux, mais 4, 5, 6 lieux, et puis je fais plein de choses. Mais finalement, quand on regarde bien, le côté slasher, les seniors, alors les seniors, on sait qu'il y a de la précarité. On sait que c'est une des problématiques énormes qu'on a à gérer dans les années qui viennent, mais le côté slasher des seniors, ça peut être une des solutions. Je travaille à l'IESEG avec mes étudiants et on parle souvent de ça. On parle souvent de l'incubateur qu'on a à l'IESEG qui accompagne les jeunes qui créent leur start-up. Ils sont ravis d'avoir un senior qui les accompagne à un moment donné sur leur mission et inversement. Donc il y a peut-être quelque chose à creuser là. Moi, ce que je fais aujourd'hui, entre consultants, enseignants, etc., c'est du slashing finalement. Donc entre les deux bouts de l'omelette, là, les jeunes, bon, je dis souvent entre 30 et 50 ans, c'est facile, mais avant 30 et après 50, c'est compliqué. Donc si on prend les deux bouts de l'omelette, de ces deux marchés du travail-là, finalement, il y a peut-être des choses à faire qu'on ne pense pas, qui sont un peu contre-intuitives, mais pour qu'ils se retrouvent et que, bon voilà, il y a une certaine... négativement, on pourrait dire précarité, positivement, on pourrait dire esprit de freelance, esprit de travail un peu indépendant, esprit de ne pas être embêté sur ses heures de travail, mais plutôt sur ce qu'on délivre, sur la qualité de ce qu'on va délivrer, plutôt que sur les moyens d'y arriver, etc., etc. On n'a pas le temps, on pourrait creuser là, mais c'est un sujet, à mon avis, qui mériterait d'être mis sur la table. On vous réinvitera à une prochaine édition, comme ça on creusera le sujet. Merci Bernard. Merci à vous. On peut vous applaudir, merci beaucoup.